Bonjour à toutes et à tous, et merci de venir participer à cette troisième séance du cycle de conférences Notre-Dame en chantier, où j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Huneau, qui va nous plonger aujourd'hui dans l'actualité du chantier scientifique Notre-Dame, CNRS, ministère de la Culture, avec la présentation des travaux en cours qui sont réalisés au sein du groupe de travail Bois et Charpente, un groupe de travail qui réunit alors une soixantaine de chercheurs, si j'ai bien compté, issus d'une trentaine de laboratoires et d'institutions de recherche différents, qui travaillent sur des aspects aussi divers que la datation par dendrochronologie, notamment le climat, la dendrologie, la mécanique du bois et bien entendu l'étude archéologique des charpentes médiévales. Comme vous le savez, la charpente constitue avec la couverture et la flèche l'ensemble le plus durement touché par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais malgré les destructions, les travaux de numérisation, d'inventaire des bois qui vous seront présentés dans le cadre de cette présentation, réalisés à même le chantier, ont permis la conservation d'informations capitales pour pouvoir étudier ces bois dégradés, qui a pu être entreprise depuis un an environ au sein d'entrepôts dédiés au mobilier de Notre-Dame de Paris, sauvé de l'incendie. Donc il aura fallu attendre plus de 2 ans après l'incendie pour commencer de pouvoir travailler sur ces bois incendiés avec un travail préparatoire très important, comme j'essayais de le dire brièvement. Et ce sont donc ces premiers travaux que Jean-Yves Huneau va nous présenter au nom de l'ensemble des co-auteurs de cette présentation. Donc Jean-Yves Huneau est archéologue au département du Maine-et-Loire, spécialiste des charpentes anciennes, et il examine maintenant, depuis à peu près un an, je crois, les bois de la charpente au sein des entrepôts de Saint-Vitz, dans la nord de la région parisienne, où l'ensemble de ces bois sont stockés. Et donc, au nom de l'ensemble des co-auteurs, Olivier Girard-Clos, Clara Pénégos, Magali Toriti, Michel Lemoine, Benoît Brossier et Alexa Dufresne, qui dirigent le groupe de travail Bois et Charpente. Je te laisse donc la parole pour cette présentation. Merci. Bonjour à tous. Je vais reprendre quelques éléments que vient d'évoquer Maxime Léritier. Donc, ce que je vais présenter, c'est vraiment un travail d'une équipe, les débuts d'un travail d'une équipe. Donc, on est aux premières étapes. Beaucoup de choses vont être abordées dans les années à venir. Mais c'est une réunion d'archéologues. C'est archéologue, mais beaucoup de dendrochronologues, de paléo-environnementalistes divers, mais aussi des climatologues, et des écologues, des géochimistes, donc c'est vrai, et aussi des mécaniciens du bois. C'est tout un ensemble d'aspects du bois qui vont être abordés à travers ces études-là, et à partir de ces restes de bois carbonisés. Comme on le sait, l'incendie du 15 avril 2019 a entraîné une destruction totale des charpentes. Alors ça a été une émotion très vive. Et au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, cette émotion très vive a entraîné une sacralisation des restes, et qui est traitée par un autre groupe de travail de sociologues sur l'émotion et la mobilisation autour de Notre-Dame. Mais c'est posé aussi la question de leur étude, de leur conservation. Il y a une sacralisation aussi, mais c'est aussi des archives. Et très tôt, il est devenu intéressant de mettre des scientifiques au service du monument. Et la mobilisation s'est très vite faite. Et très vite, des chercheurs qui avaient travaillé sur Notre-Dame, j'en reparlerai après, mais Georges-Noël Lambert, Patrick Hofsommer et Catherine Lavier, qui avaient fait les datations dendrochronologiques dans les années 90, les premières, ont souligné le potentiel de ces restes, même carbonisés, même à l'état fragmentaire, et de tout ce que ça pouvait contenir. Le bois, ça recèle beaucoup d'informations. Il y avait la structure, qui a malheureusement totalement disparu, mais il y a des informations techniques associées au bois, sa transformation. Donc là, vous voyez des assemblages, des marques de charpentier, des modes de débitage, mais c'est aussi un enregistreur naturel du climat et de son environnement de croissance. Cet environnement de croissance, c'est les sols, c'est l'intervention anthropique pour la sylviculture, c'est tous ces éléments-là qui peuvent être retrouvés dans le matériau bois.
Et comme il a déjà été évoqué rapidement, cette étude-là est possible parce que très tôt, après l'incendie, il y a eu des modes, là c'est une photogrammétrie rassemblant toute la couverture après incendie de la nef, qui permet de localiser les vestiges. Alors je ne sais pas si on les voit très bien, mais il y a des petites taches rouges au fond, donc dans les grands trapèzes, qui sont les numéros des boîtes. Donc les grandes pièces, les grands éléments ont été numérotés individuellement. Ça a entraîné une logistique. D'autres éléments plus petits aussi ont été numérotés. Là, vous en voyez sur les palettes du haut. D'autres ont été simplement mis dans des caisses palettes. Cette logistique de transport, de conditionnement, a permis de les transporter dans un lieu d'étude. Voilà, et pour les mettre à la disposition des chercheurs. Donc là, maintenant, ce sont des vestiges archéologiques en même temps, sur lesquels on peut commencer à regarder une série d'informations, et c'est surtout ça qu'on a commencé, puisque ça fait à peine un an que les premiers bois ont été regardés. Donc on est vraiment au tout début. L'équipe n'est pas en permanence sur ce site-là. Donc c'est à peu près 12 semaines de travail depuis le début sur le sol. Toute cette étude-là a plusieurs objectifs. Alors, il y a d'abord étudier les restes de la charpente d'un point de vue archéologique, de reprendre des caractéristiques techniques de construction, mais aussi d'aborder des problèmes de mode d'approvisionnement du chantier, c'est-à-dire les sections, les dimensions des bois. Non, ça ne va pas passer. C'est aussi aborder les conditions d'exploitation forestière à travers la croissance des arbres, mais aussi le climat. Alors, le climat à travers différents éléments, dosage de l'eau 18, entre autres, dosage du C14, amélioration de chronologie. Voilà, il y a plein d'aspects qui vont être abordés au cours des années à venir. Je vais moins vous parler de ces aspects à venir, puisque pour l'instant, on n'a fait qu'élaborer les protocoles et on n'a pas encore les premières analyses de lancer. Qu'est-ce qui nous reste comme quantité de vestiges? C'est très peu. Alors, je vous ai mis des chiffres, hein, c'est 92 paquets. Alors, le terme de paquet, c'est des ensembles de bois qui ont été réunis pour le transport, qui représentent un nombre très variable d'éléments, d'assez grande longueur. Et puis, c'est 35 caisses-palettes de fragments inférieurs à 1 mètre, qui sont soit numérotés individuellement, soit simplement localisés par secteur. Ça représente à peu près 15 mètres cubes de vestiges. Dans les premières semaines, comme il faut commencer par quelque chose, on a commencé à s'occuper avant tout de ces caisses-palettes qui contenaient des éléments de petite dimension, faciles à manipuler, et on a fait un tri énorme pour essayer de retrouver ce pourquoi on a priorisé l'étude, c'est les vestiges des charpentes médiévales. Donc on a essayé de sortir ce qui nous apparaissait comme supposé médiéval, parce que pour l'instant on ne le sait pas. Alors on a fait 4 catégories, hein, c'est des questions pratiques. À Guéné, c'est qu'il y a un intérêt archéologique très très réduit, mais c'est une possibilité de datation dendro et de constitution de référentiels de dendrochronologie, j'y reviendrai un petit peu après, des éléments assurément modernes, soit parce qu'il y a des assemblages assez caractéristiques, des types de fixations métalliques associés, et puis une catégorie qu'on n'a pas pu mettre dans les 3 précédentes, qui sont des objets, des éléments où la potentielle capacité à mesurer la dendrochronologie est faisable, mais qui ne sont pas prioritaires. Et on a une tout petit taux d'élimination de petits éclats. Tout a été ramassé. Donc il y a des petits éclats où il n'y a aucune possibilité d'aller plus loin, et donc ceux-là ont été un petit peu éliminés. Ça représente une très très faible quantité. Vous avez dans l'histogramme à peu près les proportions entre les éléments. Le médiéval, ça représente assuré, ou potentiel, en tous les cas pour l'instant, c'est très très peu. Pour ce qui est de ces paquets,
Alors, vous voyez, là, c'est des éléments quand même qui font entre 2 mètres et 5 mètres de long. Certains sont tronçonnés, ont été tronçonnés pour être descendus des voûtes. Et on sélectionne là. Donc là, il y a tout un inventaire de tri qui commence. On ouvre ces paquets-là et on trie tout ce qui peut être médiéval. Il faut voir que la plus grosse quantité de restes qu'on a, c'est lié à la flèche et à son effondrement. Le fait qu'elle se soit effondrée et qu'elle s'est écrasée, et on a plus d'éléments de la flèche conservés que des charpentes médiévales. Donc le but n'étant pas pour l'instant, dans ce programme-là, de s'intéresser à ces éléments-là. La flèche est assez bien connue. Alors, il y aurait des choses à faire sur les provenances de bois, des choses comme ça, mais ce n'est pas la priorité qu'on s'est donnée. Donc chaque élément va être regardé, examiné. Donc, on va regarder toutes les traces qui nous restent malgré la carbonisation. Vous avez là un élément d'assemblage en haut, c'est photographié, c'est mesuré. Donc c'est vraiment un enregistrement archéologique complet. Tout ça est basé sur des vocabulaires qu'on a préparés avant pour être sûr d'homogénéiser ça, puisque on va chercher comme ici des assemblages. Vous avez quelques assemblages en haut à droite, des traces de tarière à la cuillère au fond d'une mortaise, et puis un assemblage qui nous reste. Le seul reste du poinçon qui nous reste, c'est le tenon dans sa mortaise. Mais on regarde aussi les éléments comme des simples chevilles. Ça apporte des éléments sur la connaissance des techniques. On peut occasionnellement trouver d'autres chevilles avec ce qu'on appelle un prisonnier, c'est un petit coin qui la bloque. Une marque de charpentier en bas à droite, la seule qu'on ait pour l'instant trouvée. Les surfaces sont très carbonisées. Et les autres marques sont des marques que j'ai mis juste pour montrer qu'il en reste un petit peu, que ça peut exister. Il y a une marque Notre-Dame, ND, dans un cercle. Ça vient du beffroi nord, qui a moins brûlé. Et puis un bois de la Flèche avec un grand V, qui est un marquage de numérotation. Et qu'on devine à peine, qui est très léger, un marquage qui se superpose avec un marquage par martelage du bois. Et ça, c'est après équarrissage et avant la fabrication de charpente. On regarde aussi tout ce qui est les sections, donc la forme du bois. Donc, là, vous avez un demi-tronc à gauche, mais on recherche aussi des traces d'insectes. Ça va nous permettre éventuellement de connaître l'évolution, l'état du bois sanitaire avant et après mise en place dans la charpente. Mais on repère pour tous les problèmes de sylviculture, pour la recherche de sylviculture, de sélection des arbres, on enregistre toutes les positions de nœuds. Ce que vous avez en bas, là, ce sont des traces de nœuds sur les bois. On va continuer, et donc ça, c'est un traitement. Donc, quand les bois ont des éléments significatifs, il y a une couverture photo extrêmement complète, importante, donc, qui permet de faire de la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est un montage qui permet de faire un modèle 3D à partir de photos. Il y a bien sûr des annotations archéologiques manuelles qui sont faites, traditionnelles, on va dire. Et toutes ces photos nous permettent des orthomosaïques, donc vues que de face, ou des modèles 3D. Actuellement, avec le groupe de travail numérique sur Notre-Dame, on est en train d'essayer d'automatiser ces systèmes de photogrammétrie. Donc ça va commencer pour garder un modèle 3D le plus fin possible, qui soit une archive de l'objet manipulable sans avoir à le ressortir des stockages systématiquement juste pour le regarder. Donc ça va commencer dans quelques semaines. Et bien sûr, après tout ça, on essaie de faire, c'est passé un peu vite, de faire un premier relevé archéologique, une restitution de la forme de bois en tenant compte des pertes à partir de l'image et des notes. Et puis, grâce à la localisation sur les voûtes ou au sol, de retrouver l'endroit et dans quel secteur de la charpente ça pouvait, et quelle pièce d'une part, et quels endroits ça pouvait être localisé. Là, ce que vous avez devant vous, c'est un fragment de l'entrée de la ferme neuve, donc près de la croisée,
qui est tombé au sol de la nef, entraîné par la chute de la flèche. Alors là, c'est l'état global. Vous voyez qu'il ne reste plus un morceau de bois autre que noir. Et comme je l'ai dit, on va nous s'occuper que des charpentes médiévales. Donc on a concentré notre travail sur la nef, c'est les bois qui sont en vert, et sur le cœur, c'est le secteur où il y a des bois en jaune. Tout ce qui est bleu, ce sont les bois liés aux restaurations de Viollet-le-Duc. Donc ça, ça a été dressé par le groupe de travail numérique à partir des données antérieures qu'on avait sur la charpente, en particulier les scanners pour l'étude architecturale avant la restauration de la flèche qui ont fourni énormément d'éléments. Donc voilà un petit peu où on en est de notre première étude et de localisation. On a surbrillé les bois qu'on a pu observer et replacer. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est les bois qui sont en jaune. Les bois-là sont ont été potentiellement replacés sur une ferme, sur un élément de la charpente. Les éléments orange, on sait d'où ils viennent, on les a regardés, ils ont souvent peu de marques et de formes archéologiques qui permettent de savoir à quelle partie de la charpente, quelle pièce, d'où ils proviennent. C'est-à-dire, est-ce que c'est un chevron, est-ce que c'est... Alors, je vais essayer d'éviter d'utiliser trop de vocabulaire technique. Mais bon, des chevrons, ce qu'on appelle des faux entrées, des pièces parallèles à l'entrée qui est à la base, voire tous les éléments de ce qu'on appelle le contreventement longitudinal, des pièces qui sont dans le sens de la longueur. On est incapable de les replacer parce qu'il n'y a aucune trace d'assemblage, les sections sont très proches les unes des autres. Donc ceux-là, ils vont avant tout avoir un intérêt pour le travail de dendrochronologie, puis de sylviculture après. Les recherches de sylviculture, voire la climatologie. Voilà, c'est la même chose sur la nef. Vous voyez qu'on a fortement concentré dans la partie ouest, qui est donc à votre droite. Le grand trou, c'est juste devant la flèche, et c'est un secteur où il y a aussi eu des fortes restaurations au 19e. J'ai parlé de ceux des voûtes. Il y en a aussi une belle quantité qui était trouvée au sol de la nef, en particulier le tas qui est le plus proche de nous, qui est lié à l'effondrement de la première travée de la voûte. Et puis il y avait encore sur les gouttereaux, sur les arrases des murs, les restes de sablières qui ont été localisés très tôt, puisque là, ce que vous avez à gauche, c'est un relevé de l'architecte qui a localisé tous les morceaux de sablières avant de les descendre. Donc là, je vous ai mis pour l'instant, on a vu une vingtaine de fragments de sablières. Dans la nef, c'est 67 bois. Et sur le reste des voûtes, on est à 250 éléments vus pour l'instant. Et là, c'est les étapes qui vont passer après. Là, je vous présente un peu le processus qu'on est dans l'étude, puisqu'on est vraiment dans cet espace-là. Vous voyez qu'on a des bois très carbonisés. Et donc, pour les tronçonner, parce que pour les analyses après, il va falloir faire des tranches. On est obligé de les gainer dans des gaines thermo-rétractables qui les serrent. Vous avez en bas un détail de la rondelle qui est au-dessus. Vous voyez que même dans les zones carbonisées, on retrouve ce qu'on appelle les cernes du bois, donc les anneaux de croissance annuelle, et qu'on peut encore mesurer, tester. Là, il va y avoir aussi parmi nos groupes des gens qui vont travailler comparer la partie non carbonisée avec la carbonisation pour servir de référentiel. Là, on passe dans la recherche un peu plus fondamentale sur qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un charbon de bois, jusqu'où on peut aller pour après travailler, pour exploiter d'autres données de sites archéologiques autres. Voilà un petit peu ces éléments-là. Ça a tout juste commencé et on l'a fait pour l'instant sur des éléments potentiellement médiévales de toute petite taille, ne présentant aucune caractéristique archéologique. Il faut, pour l'instant, le processus sur les bois que j'ai mis en jaune est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on garde en réserve archéologique, de qu'est-ce qui pourrait être destiné à des parties suffisamment significatives pour
être muséable, entre guillemets, ou du moins pouvoir servir ultérieurement de présentation. C'est pour ça que la numérisation de ces bois-là est importante, pour que si même on fait un simple échantillonnage, on puisse le replacer exactement. Je vais faire une petite aparté sur la dendrochronologie, parce que c'est quand même une technique qu'on va beaucoup utiliser, qui est la base. Donc vous avez vu, on a coupé des tranches. Sur ces tranches-là, il y a mon collègue Olivier Gérard-Clot en haut qui est à la tronçonneuse. On a aussi une scie à ruban, ça dépend de la taille des éléments. On va découper une rondelle de bois de 3 à 5 cm d'épaisseur, qu'on va ensuite poncer pour lire. Ce que vous voyez dans la rangée du milieu, c'est tous les cernes de croissance de la moelle jusqu'à la partie extérieure. Là, on a fait une série de photos donc, avec l'extérieur. Le dernier qui est noir est le plus intéressant pour nous, puisque c'est ce qu'on appelle l'aubier. C'est la partie extérieure de l'arbre qui est vivante au moment où on coupe l'arbre. Et plus on aura d'aubier, plus on se rapproche de la date d'abattage. Quand on n'a pas d'aubier, on a ce qu'on appelle une date qui nous dit que c'est postérieur à ça et on ne sait pas trop quelle date postérieure. Donc on mesure tout ça, c'est mesuré au centième de millimètre près, c'est vraiment extrêmement précis pour mesurer cette variabilité. Et dans la partie en bas, alors ce qu'on appelle la standardisation, c'est-à-dire qu'on part de ces mesures brutes, on les corrige un petit peu pour pouvoir les comparer. Et voilà, là c'est des résultats sur la flèche. Je vais revenir un petit peu après sur pourquoi on a fait ça sur la flèche. Vous voyez dans le diagramme de droite, on a toute une série en haut des 16 éléments qu'on a réunis. On en fait ce qu'on appelle une moyenne, et c'est cette moyenne-là qu'on va pouvoir synchroniser sur un référentiel. Le principe de ces référentiels-là, ils ont été entamés en France dès la deuxième moitié des années 80. On s'est servi de forêts actuelles, de bâtiments de plus en plus anciens, qui nous donnent un référentiel sur lequel on va pouvoir chercher l'endroit où on retrouve la même variabilité de croissance. Les irrégularités de cette croissance correspondent à des largeurs de cernes, donc de plus en plus petits si le milieu est sec, contraignant, à plus large si le climat a été l'année-là assez précis. C'est pour ça que tous ces éléments de bois-là, pour la climatologie, on va pouvoir faire une climatologie à l'année près, par les analyses après, sur une 100 ou 150 ans, on ne sait pas encore, là, de ce 12e, 13e, qui était une période clé dans l'évolution à la fois de l'architecture, mais aussi du monde médiéval. Alors, ce qu'on fait, c'est... On n'est pas les premiers à avoir commencé à travailler sur Notre-Dame. Je vais vous parler rapidement de ceux qui ont travaillé. Donc, on va commencer par Eugène Viollet-le-Duc, qui, au cours de la restauration, a regardé la charpente, mais qui, fin de compte, n'en a très très peu parlé. Quand il fait son projet de restauration en 1843, il ne parle même pas du tout du sujet de la restauration, des charpentes. Il aborde juste le fait qu'il manque une flèche. Quand il fait la description quelques années après avec Ferdinand de Guillemy sur Notre-Dame, c'est un sujet qui est complètement évacué. C'est absent, il y a quelques lignes sur la flèche. Dans son dictionnaire, c'est pareil. Il va se consacrer sur deux parties. Le tabouret de la flèche, médiéval, et la croupe. On n'a aucune idée de ce qui reste des autres parties de la charpente. C'est quelqu'un qui va se concentrer sur deux points et pas... On n'a par exemple aucune information sur les charpentes des bras du transept. Pourquoi il les a supprimées, refaites totalement. Quelle forme elles avaient avant. C'est l'absolu, il n'y a rien. On va, début du XXe siècle, on a quelques personnes qui vont en parler. Alors, Victor Mortet, qui est un archiviste, qui va regarder ça à travers les beffrois et la position des cloches, et qui va reprendre un petit peu des éléments sur la flèche, en reprécisant des éléments par rapport à Eugène Viollet-le-Duc. Pas beaucoup sur la structure, mais sur les probables datations. Il n'y a qu'un article qui évoque vraiment les charpentes. C'est l'article de Marcel Aubert dans le bulletin monumental, dans le congrès archéologique de 1919 sur Paris, qui est le premier à décrire les fermes du chœur et de la nef et de les comparer un petit peu.
Il renvoie à Henri Deneux. Il dit qu'il il a posé les questions à Henri Deneux, architecte en chef qui s'occupe de Reims, mais qui a fait un énorme travail qu'il a publié en 1927 sur l'évolution des charpentes en France entre le XIe et le XVIe siècle. Vous avez donc le dessin d'Henri Deneux publié dans l'article de Marcel Aubert, et Henri Deneux a fait toute une collection de maquettes de charpentes qui sont à la Cité de l'Architecture, en partie présentées, je ne sais pas si elles sont toutes. Et donc, dans sa publication, il ne met pas ses relevés, mais il met simplement les 2 photos de ces maquettes-là, qui dessinent une travée de la charpente, c'est-à-dire un petit élément caractéristique. On part d'un a priori, c'est que vous voyez que... Alors, je vais essayer de montrer. Voilà, ce qu'on a appelé des suspentes ou des aiguilles, c'est un petit peu un terme... Bon, le problème du vocabulaire de la charpente, c'est que la charpente médiévale n'existant plus, les charpentiers du XIXe siècle ne nous ont pas retransmis tout le vocabulaire de pièces qui sont très rares. Donc, ce qu'on a appelé des suspentes, il en met 2. Il n'y en a qu'une dans les fermes. Le seul endroit où il y a 2 suspentes, c'est l'endroit où Viollet-le-Duc a restitué copié une ferme médiévale. Il y a un grand vide d'études sur les charpentes. Il y a des choses sur Notre-Dame qui sont écrites entre 1919 et 27 et la fin du XXe siècle. Mais c'est dans les années 90 que des dendrochronologues, alors il y a Georges Noël Lambert, qui était chercheur au CNRS, Patrick Hofsommer, qui est chercheur à Liège, Vincent Bernard et Catherine Lavier, qui travaillaient avec Georges Noël Lambert, et puis qui ont commencé à faire des prélèvements dans la cathédrale, non pas pour l'étude de la charpente elle-même, mais pour constituer des référentiels de dendrochronologie. Le but essentiel au début, c'était ça. Donc, comme elles étaient censées être médiévales, ils ont été prélevés pour avoir des éléments de référence. Ces différentes campagnes ont servi à Patrick Hofsommer dans une publication qui s'appelle « L'évolution de la charpente en France », dans le nord de la France et la Belgique, en 11e, 19e, qui a été publié en 2002, et qui publie ses premiers résultats, donc les premières datations dendrochronologiques qui indiquent une construction du chœur vers 1230 et une charpente de la nef vers 1295. En revanche, ce qui n'a pas été publié, et ce qui était dans le mémoire de Virginie Chevrier à l'époque, en 1995, et qui est resté un peu inédit, c'est que dans la charpente du chœur, ils ont trouvé des bois dont la date d'abattage aurait été plus proche de 1185, et dans la nef, des bois qui sont abattus vers 1290, donc très tardivement, sans qu'on puisse comprendre vraiment à ce moment-là ce que ça signifiait, parce qu'il n'y a pas eu d'études associées dans le détail. Et on dispose d'une énorme étude pas archéologique, mais technique, faite par 2 architectes qui étaient en formation à l'école d'architectes du patrimoine, qui, pour leur mémoire de diplôme, ont étudié les 2 charpentes médiévales de Notre-Dame. C'est Rémi Fromont et Cédric Tranceau. Rémi Fromont est associé au projet de restauration actuel. Et ils ont relevé les 2 charpentes. Alors, ils ont relevé ce qu'on appelle les fermes principales, c'est-à-dire c'est un système de charpente assez particulier. Vous avez des fermes, comme ici, qu'on dit principales, parce qu'elles ont un entrée, des éléments verticaux de raidissement et le couple de chevron. Et elles sont ici, il y en a une là, et il y en a 4 entre ces 2 fermes principales qui ne sont que des couples de chevrons, c'est-à-dire qu'il n'y a que ces éléments-là et les éléments horizontaux intermédiaires. Donc ils ont relevé toutes les fermes principales en détail. Ils n'ont pas regardé les fermes intermédiaires. Ils ont relevé beaucoup d'éléments de la croupe, ils ont pris quelques notes, et c'est grâce à cette étude très détaillée, c'est relevé en quantité,
que ce que l'on entreprend est possible. Sans ce document-là, l'étude qu'on voudrait entreprendre sur les bois ne se pourrait pas être faite puisqu'on n'a pas assez d'éléments conservés. C'est vraiment des rognons. Des fois, entre nous, on parle de savonnette tellement c'est usé et qu'il ne nous reste que le centre de l'arbre et qu'on n'a plus les formes. On a des pertes entre 20 et 50% de matière sur ce qui nous reste et qui ne sont pas les longueurs complètes. Donc c'est grâce à cette étude-là que tout le travail qu'on a lancé dans le cadre de cette ANR et du groupe de travail bois et charpente est possible. Sur cette base documentaire, Frédéric Epo, qui est chercheur au CNRS, a en 2020 rendu une étude archéologique. Donc il a repris tous ces éléments et toutes les annotations faites par Rémi Fromont et Cédric Transo, et puis les couvertures photos existantes pour proposer des ensembles de reprises et de modifications. On ne va pas forcément tout remettre en question. Nous, on regarde des bois et il y aura peut-être quelques éléments, j'en reviendrai un petit peu là-dessus, qui modifient un peu cette première analyse. Il y a un chercheur qui a publié une étude en 2021 qui s'intéresse beaucoup plus à la mécanique des charpentes médiévales de Notre-Dame, Paolo Venici, j'espère que je prononce bien son nom. Le seul problème de cette étude-là, qui est une approche très intéressante, qui va être reprise dans le cadre du GT structure et du groupe de travail bois sur Notre-Dame, c'est comment bouge la charpente, comment elle se maintient dans son volume. Simplement, il n'a pas utilisé les premières données archéologiques et donc il fait tous ses modèles sur des charpentes qui ont subi des transformations, des réparations après la construction initiale. Alors, probablement à l'époque moderne, on les connaît mal, et au 19e en grande partie. Par exemple, ici, tout ce qui est bois en bleu, ce sont les reprises par Viollet-le-Duc lors des restaurations. J'ai évoqué tout à l'heure la flèche, qu'on avait fait un premier travail sur la flèche. Alors, la flèche est assez bien connue, Viollet-le-Duc l'a dessinée, elle a été bien relevée dans le cadre des études préalables à la restauration qui a précédé l'incendie. Et donc on a, avec aussi le journal de chantier de Viollet-le-Duc, une bonne chronologie. Et on sait que le projet est adopté début 1858, que les échafaudages pour construire la flèche à partir de la croisée sont entamés dans l'été 1858 et que la flèche est levée entre février, je pense que je ne vais pas arriver parce que je n'arrive pas à voir ma note, la date exacte, février et mai 1859. Donc en 4 mois, ils ont levé les bois. Alors ce qu'on appelle le levage, c'est la mise en place sur le bâtiment. Ça veut dire que toute la charpente a été préalablement taillée, tous les bois ont été taillés, préassemblés. L'opération de levage d'une charpente là, qui a duré 5 mois n'est que l'étape finale d'un processus où tous les bois ont déjà été taillés avant. C'est-à-dire que le mécano a été fait au sol. Donc on a cette chronologie-là. Se poser une question par rapport à la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre actuelle, qui est le problème du séchage du bois. On entend régulièrement dire que les bois doivent être utilisés en charpente, doivent être ramassés longtemps avant et séchés. Donc, on a été prélevé, c'est la chronologie que je vous ai montrée, des bois de la charpente. Là, vous avez mon collègue Olivier Gérard-Clot en train de tronçonner un fragment de la flèche. Et on obtient, voilà, c'est une variation du même schéma, une date d'abattage des bois, parce que là, on a l'aubier complet. Alors, l'aubier, c'est la partie vivante, mais surtout ici, on a ce qu'on appelle le cambium. C'est quelque chose qu'on recherche quand on fait de la dendrochronologie. C'est une assise cellulaire qui est la multiplication du bois, qui est à la limite entre
la partie bois et l'écorce. Et c'est là que se fait la croissance de l'arbre. Quand on a cette assise cellulaire-là, qu'on la retrouve, on a l'année d'abattage, voire la saison. C'est pour ça que là, on a une date d'abattage au cours de l'automne-hiver 1857-58. On ne peut pas être plus précis, puisque c'est une période d'interruption de la production végétale, donc c'est dans cette période-là. Ça veut dire que pour la flèche, les bois n'ont subi aucun séchage. Ils ont été ramassés et coupés l'hiver précédent l'adoption du projet, donc sans doute achetés à des marchands, d'où les marques de marchands que je vous ai montrées au départ, hein, ces marques frappées au marteau, taillées dans l'année qui a suivi et posées un an après leur coupe sur le sommet de la flèche. Donc des bois, ce que dans le langage des charpentiers on appelle tout juste ressuyés, qui ont évacué leur plus grosse humidité mais qui restent encore très riches en eau. Avant d'aller plus loin, ça va trop vite, il ne faut pas oublier que même sur les charpentes anciennes, on a le même phénomène. On n'a pas de phénomène de stockage des bois. Il y a quelques cas particuliers. Il y a des achats à des marchands dans les milieux urbains, donc il y a un peu de décalage. Donc on peut avoir des dates d'abattage réparties. Il y a le cas de la cathédrale de Bourges qui pose problème parce qu'ils ont abattu sur 25 ans les bois et on ne comprend pas comment ils les ont gardés, et comment ils les ont conservés, comment ils les ont travaillés. Mais à part quelques cas rares comme ça, quand on a des sources textuelles et qu'on a précises sur la charpente, qui sont peu nombreuses quand même, et qu'on a les bois, on a souvent un abattage qui se fait quelques mois à un an avant la mise en œuvre. Je ne rentrerai pas plus dans le détail parce qu'on pourrait citer quelques exemples, mais en plus, quand on se rend compte, quand on analyse archéologiquement une charpente, on se rend compte qu'on a des fentes de séchage qui traversent les assemblages, qui traversent les marquages. Donc, toutes ces petites traces qui sont le repérage qui sont faites avec des points de sèche, avec ce qu'on appelle des rainettes qui enlèvent du picopo, tous ces éléments-là sont déformés par des séchages. Donc, ça indique que le bois a été travaillé vert, c'est-à-dire très peu de temps après l'abattage. Alors, j'ai parlé de bois, on a montré des photos. Quelles sont les essences utilisées dans ces charpentes-là? Alors, je parle des essences au pluriel, en réalité, je devrais parler simplement d'une essence. L'essentiel, la très grande majorité des bois de charpente, c'est du chêne. C'est la seule essence. Alors, bien sûr, dans nos régions de plaine du nord-ouest, je ne parlerai pas des zones de montagne où là, il y a des conditions écologiques différentes, mais dans nos plaines, c'est du chêne. On a souvent entendu le mythe du châtaignier, qui est souvent dit, et là, il y a une petite flèche qui est apparue. Vous avez une photo de l'anatomie du chêne et du châtaignier côte à côte, et il y a un caractère unique chez le chêne qui n'existe pas chez le châtaignier. Alors, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un port flammé, c'est-à-dire que les gros trous que vous voyez, c'est le conducteur de sève qui se réduisent au cours de l'année. Voilà, on a le printemps ici, et là l'été. Donc tous ces gros trous-là, c'est des conducteurs de sève. On les retrouve ici, c'est des grands trous. C'est un cerne un peu plus grand chez le châtaignier, mais c'est la même chose. On a ce qu'on appelle une ondulation, là, un port flammé. Et ici, on a des petites lignes très fines. Et ici, on a une ligne que j'ai soulignée là, qui est ce qu'on appelle un rayon multisérié. Alors c'est quand vous coupez un chêne, vous le regardez sur la tranche, et vous voyez des lignes qui partent du centre vers l'extérieur. C'est ces lignes-là. C'est ce que les menuisiers appellent la maille, qu'on va retrouver sur des meubles 15e facilement, puisque c'est là que ça se fend mieux. Et donc ce caractère-là permet de déterminer assurément le chêne par rapport au châtaignier. Et on l'a pour tous les bois de Notre-Dame. Là, ça ne fait pas exception, mais c'est pareil ailleurs. Les autres essences sont utilisées un peu exceptionnellement. Voilà. On a parlé un peu, j'ai parlé de l'essence, on va aborder au cours de ce programme-là l'approvisionnement en bois. Alors là, je vous ai mis une carte des domaines qui vient d'être publiée, des domaines de Notre-Dame. Paris est ici, sous mon point rouge. Voilà, on voit qu'il y a aussi beaucoup de forêts à proximité ou autour de Paris.
D'où viennent ces bois? C'est une grande question. Alors, on a des éléments de réponse déjà sur quelques pièces. Alors, elles ne sont pas nombreuses pour l'instant, qui sont ces chevilles qui sont sur en biais sur des arêtes. Alors, on a la trace d'une là, on a une qui est conservée ici, il y en a une autre sur celle-ci qui est peu visible, et il y en a voilà, elles ont été indiquées. Alors, elles ne correspondent pas à des assemblages. Elles sont systématiquement sur des arêtes, et par rapport à la forme de la charpente, elles n'ont aucun rôle. Et quand on les trouve encore en place, elles ont ce qu'on appelle un prisonnier, c'est-à-dire on a mis la cheville donc, dans le trou, et on a enfoncé un coin pour la bloquer dedans. C'est-à-dire en écartant la cheville, elle est coincée, et on ne peut plus la sortir. La preuve, c'est qu'ils les ont laissés après. C'est des éléments caractéristiques de flottage de bois. Alors, comme on les trouve sur les arêtes de pièces équarries, ça suggère un transport de bois déjà équarri. Il ne faut pas oublier que quand on équarrit un chêne en passant du cercle au carré ou au rectangle, on est à 30% de masse en moins à porter. C'est moins compliqué après. Ces types de traces, voilà, je les ai représentés. Ces deux exemples, un qui vient de Saint-Étienne d'Auxerre et puis l'autre d'Avignon, où il y en a là des grosses quantités, qu'on retrouve dans quelques charpentes. Ce n'est pas systématique, c'est loin d'être le cas, mais ça existe. Et ça correspond à ce type de possibilités. Alors voilà, ça c'est des restitutions des années 90 sur la Durance. C'est des systèmes de flottage qui ont fonctionné jusque dans les années 50 sur la Durance. Vous avez des choses archéologiquement vues dans la vallée, dans le bassin du Maine, et des représentations anciennes. Alors on en a plusieurs en Allemagne et sur les bords de la vallée du Rhin, on en a sur la vallée de la Meuse aussi, de ces traîneaux de bois qui flottent, donc de bois d'œuvre. Et on voit que même ceux qui n'ont pas été mis en œuvre, on a les petits trous de cheville et vous voyez les assemblages. Voilà. Donc, nos chevilles correspondent à ces traces d'assemblage qu'on a ici. Ça veut dire qu'une partie de ces bois viennent d'assez loin de l'environnement de Paris pour que ce soit plus facile de transporter par voie fluviale. Alors là, parmi le groupe de travail bois, il y a un certain nombre de personnes, je n'ai mis toute la liste de noms, mais qui vont travailler sur cet aspect-là, à partir de la géochimie des bois, qu'on va faire sur les bois de Notre-Dame, mais aussi d'échantillonnages qui vont être faits dans les forêts d'Île-de-France pour l'essentiel, dans différents milieux, pour voir si on a des traces particulières. La recherche se fait sur le strontium et quelques terres rares qui sont recherchées et dont les proportions peuvent être caractéristiques de milieux. Alors, soit on est dans des forêts qui viennent que de Notre-Dame, pourquoi pas. Donc là, c'est ces éléments qui ont été mis en valeur. Mais il faut ouvrir toute la recherche à tout ce bassin versant de la Seine, où on a plusieurs grandes rivières qui permettent d'approvisionner Paris. Alors, il y a Lyon, il y a la Marne, il y a l'Oise. Voilà, on est toute une série de bassins. Et ça, c'est des grandes questions. Une ville comme Paris est une grande consommatrice de bois. Les forêts environnantes n'ont pas forcément les bois à disposition. Et puis, ce flottage ne peut être que, par exemple, sur une partie. On peut trouver très bien une partie des bois nécessaires dans des forêts locales et faire venir soit des pièces de grande section qui sont difficiles à trouver. Là, c'est des questions qui sont ouvertes et dont on dispose de quasiment... Ça va être une des premières grandes études sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on utilise comme type de chêne? C'est l'âge de ces arbres, c'est leur diamètre. On a travaillé, il y a deux approches qu'on met en parallèle, qui sont les sections relevées par M. Fromont et Transo sur les bois, sur ce qu'ils ont étudié, donc qui nous permettent, sur l'hypothèse d'un équarrissage qu'on dit deux brins, c'est-à-dire qu'on passe du cercle au carré et on n'enlève que les côtés.
C'est un équarrissage qu'on a constaté sur la plupart des bois qu'on a étudiés. C'est le mode de base médiéval, ce qui nous permet d'avoir une idée du diamètre moyen. Et vous voyez que alors, le tableau est un peu plus difficile à lire en bas, mais il faut se dire que ce n'est pas des gros arbres, ce n'est pas les grandes futaies anciennes qu'on cultive maintenant. Ce sont des arbres de petites sections. Hein. Pour 95%, c'est des arbres qui font moins de 33 cm de diamètre. Alors pour des longueurs atteignant jusqu'à 11 mètres. Hein. Donc c'est des problèmes d'élancement, donc de culture, de sylviculture qui vont élever. Hein. 11 mètres, c'est des belles hauteurs de fûts. Et il y a simplement 5% des bois qui sont nécessaires qui vont avoir environ 50 cm de diamètre. Ce qui est moindre qu'une forêt que l'ONF exploite à maturité, qui, elle, va exploiter des chênes souvent plus proches de 80 cm. Donc on n'est pas sur des arbres très gros, il y a quelques-uns, très peu, et c'est essentiellement les entrées qui font 10 à 13 mètres, plus près de 13 mètres pour ces 5%. Et quant à la quantité d'arbres, alors une estimation, parce que c'est toujours compliqué, parce qu'on n'a pas toutes les longueurs, on estime qu'il faut à peine 1 millier d'arbres pour faire toute la charpente de Notre-Dame, ce qui est très peu. Pour des arbres, si on prend un exemple de futaie actuelle, alors qui est une culture hein, qui n'est pas naturelle, à 30 cm de diamètre, on est à plus de 200 arbres à l'hectare. Donc ça fait une très petite surface forestière. Ce n'est pas des dizaines d'hectares d'arbres coupés pour faire une charpente comme Notre-Dame. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit, tout ça n'a pas été fait dans une seule fois. Il y a le chœur, la première tranche du chœur, la reprise du chœur, puis la nef, et la nef entre les deux. C'est des choses qui s'étalent dans le temps, peut-être même un temps plus long que ce qu'on a connu pour l'instant. Alors l'autre approche qui nous permet aussi d'avoir l'idée de l'âge, c'est à partir des mesures de dendrochronologie, en compensant la perte quand on n'a pas la moelle et l'aubier, on arrive à des dimensions à peu près équivalentes. Voilà, vous voyez, sur les bois qui ont été pris, on a des dimensions autour de 30-35 cm de diamètre, mais vous voyez surtout, c'est les âges. Puisque à partir de ça, on peut estimer les âges. Alors c'est des âges moyens. Vous voyez que les plus anciens font à peu plus de 100 ans, mais que la moyenne est plus près de 80 ans. Donc c'est des jeunes forêts, entre guillemets, des jeunes forêts de chênes. On n'est pas sur des arbres très âgés. On peut en trouver un. Donc cette première approche va être complétée, et c'est là que les longs bois vont être pour nous importants. Alors, pas forcément ceux qui ont des traces archéologiques, il y en a qui sont tellement brûlés qu'on n'a plus de traces archéologiques. C'est à partir de ces grandes longueurs de mesurer, de repérer toutes les traces de nœuds, c'est-à-dire les branches latérales. Vous voyez, j'ai mis 2 dessins, et vous voyez que les chênes n'ont pas la même forme suivant les contextes. Hein. Quand ils sont avec beaucoup de lumière, ils font les nœuds beaucoup plus bas. Et quand ils sont très serrés, ils ont tendance à faire des nœuds très hauts, hein, de laisser un fût très long. Donc le repérage de ces nœuds-là, leur répartition, et surtout on va faire des tranches tous les 50 cm pour mesurer le décalage de la moelle. La moelle, c'est le centre de l'arbre, et la croissance, elle n'a pas la même année en haut et le bas. Il faut imaginer que la croissance, en simplifiant, c'est des cônes qui s'empilent les uns sur les autres. Donc la moelle à la base de l'arbre est beaucoup plus vieille que celle qui sera juste sous les premières grosses fourches, puisqu'on a un empilement. Vous voyez un arbre grandir, la moelle est toujours au centre, mais on rajoute un cône à chaque année. Et donc la moelle se va déplacer, elle sera plus jeune. Et donc en recherchant ces décalages de moelle, on a une idée de la vitesse de croissance, donc la croissance verticale. Donc ça, c'est des travaux qui vont se faire avec des gens de l'INRAE, qui travaillent de Nancy, qui travaillent sur la forêt, pour comparer au modèle actuel, pour voir si on peut retrouver et approcher la sylviculture médiévale. Est-ce qu'on a une forêt cultivée à l'image de celle qu'on a actuellement, ou est-ce que c'est des arbres qu'on prend isolés qui correspondent? Est-ce qu'on fait des coupes à blanc? Est-ce qu'on a des repousses? Voilà, il y a toute une série de questions dont on n'a pas d'éléments de réponse pour l'instant. La sylviculture médiévale est un blanc total. Hein. On a quelques représentations, mais qui sont très
symbolique et pas forcément réaliste. Et donc, on n'a aucune idée de ça, comment elle évolue. Donc, voilà, ça fait partie des approches qu'on va faire. Et vous voyez que là, c'est pour vous montrer un petit peu que Notre-Dame n'est pas un cas particulier. Là, il y a eu dans une publication qui s'appelle La forêt au Moyen-Âge, il y a 4-5 ans, à partir déjà d'arbres mesurés et datés, vous voyez qu'on a des arbres qui sont... Donc, c'est l'âge est variable. Ça, c'est les âges d'abattage, et ça, c'est les diamètres. Et vous voyez qu'on a une tendance à utiliser des arbres qui sont le plus proche possible de la pièce finie. À la différence de maintenant, on va prendre un arbre de gros diamètre qu'on va diviser. À l'époque médiévale, et même au XVIe siècle, puisque là j'ai mis des exemples du XVIe siècle, on va avoir une prise d'un arbre le plus proche possible de la section utile. Et dans ce cas, par exemple, on a des arbres qui sont abattus vers 80 ans et qui font alors, à peine 20 cm de diamètre. Et là, ils sont beaucoup plus. Là, on a un arbre de 156 ans, mais là, on a un arbre de 30 cm. C'est 15 cm de rayon, donc 30 cm de diamètre, et qui a été divisé en 4. Il ne sélectionne pas l'arbre en fonction de son âge, mais en fonction de sa section. Ça, c'est quelque chose qui est déjà constaté, mais qu'on va continuer à approfondir et sur plus d'éléments. Je vous ai présenté des premières pièces avec le flottage. Je vais prendre quelques éléments, oui, je vais être un peu plus long que prévu, qui vont rapidement, je vais passer les présenter. Quelques exemples. Pour l'instant, on est vraiment au tout début, donc on a quelques cas, on ne comprend pas tout pour l'instant. Là, c'est un exemple particulier, un assemblage qu'on a retrouvé sur 2 entrées seulement. Alors, l'entrée est ici, on a une pièce verticale qui est le poinçon ici, on forme un triangle avec les arbalétriers qui sont ici, de chaque côté, et on a un assemblage ici qu'on appelle à rossignol, et voilà. Le tenon est en biais, il vient se glisser dans une mortaise qui est aussi à gorge inversée, et pour éviter qu'il bouge, donc on est obligé de faire cette largeur-là plus grande au départ, on va venir le coincer avec un rossignol. Ce blocage-là fait que le poinçon va pouvoir répondre à sa vraie nécessité. Cette pièce verticale-là n'est pas en appui au milieu de la charpente, elle est là pour rigidifier le triangle de la ferme. En réalité, naturellement, sous son propre poids, une poutre va fléchir et donc modifier la forme de la charpente. Pour compenser cette forme-là, on a les arbalétriers, mais si ça bouge ici, ils vont se déformer. On va mettre une pièce verticale, coincée entre les arbalétriers par les assemblages, et dont le but est de tirer l'entrée en son milieu pour empêcher le fléchissement. Ça veut dire que là, sur une entrée datée dès tout début 13e, qui vient de la nef, on a déjà une compréhension de la mécanique de la charpente de la ferme, en tous les cas. Alors ça, c'est un autre cas particulier qui pose des problèmes, c'est qu'on a un assemblage très particulier, c'est juste une entaille. Alors, c'est illisible sur une photo de détail parce qu'il nous reste 3 mm de profondeur d'une surface complètement façonnée. Et cette entaille-là, ici, on est perpendiculaire, donc il y a une pièce qui se mettait là, correspond à cette pièce-là, un poteau vertical. Et ici, il n'y a pas de tenon et mortaise comme c'est classique, alors qu'ici, on en a un là, qui est à cet endroit-là. Et ça interroge sur pourquoi on n'a pas cet assemblage-là. Je vous montrerai après qu'il existe sur d'autres entrées correctement. Ça amène 2 hypothèses pour l'instant sans qu'on puisse trancher. Soit c'est l'entrée qui est glissée dessous en réparation, soit c'est le poteau qui est rajouté. Et donc, si on rajoute quelque chose dans une charpente, on est obligé de glisser et on ne peut pas faire des assemblages à tournemortais, c'est-à-dire des choses qui vont rentrer mâle dans femelle et qui nécessitent un écartement puis d'être refermées. Donc,
quand on fait des réinsertions ou des réparations, on les glisse. Il y a l'utilisation de glisser en tiroir, c'est-à-dire on pousse comme ça latéralement pour les glisser. C'est un petit peu ces deux hypothèses. Là, on ne sait pas si c'est l'entrée ou le poteau qui a été inséré. J'aurais tendance pour l'instant à privilégier l'hypothèse du poteau rajouté, puisque ici, on a un assemblage à tonneau mortaise, donc il aurait fallu pour aussi que là, il soulève tout l'ensemble pour le mettre en place. Bon, ça reste à approfondir. On a des réparations assez bizarres. Ici, on a un coin qui a été inséré dans l'entrée, probablement lié après son pourrissement, qui est à l'extrémité ici. Donc, le pourrissement de la jonction entre le chevron, l'arbalétrier et l'entrée, donc le coin à la base du toit du triangle, a dû pourrir. Et donc, plutôt que de remettre des pièces neuves, on a glissé une grosse cale dans le bois pour reprendre la charge et redonner un appui. Et ce qui est signalé par la flèche, c'est le même poteau qui est ici et qui, lui, est à tonneau mortaise. Ces poteaux-là sont quelque chose de très important. Il y a une coupe là, c'est perpendiculaire à la ferme. Alors, elle est faite ici, mais il y a le même système là que les parties basses. C'est ce qu'on appelle le contreventement longitudinal. C'est tous les éléments qui vont servir au maintien vertical des fermes. Et donc, c'est quelque chose de très important. Les charpentes du XIIe siècle qui nous sont conservées ne disposent d'aucun élément longitudinaux. Elles ne sont tenues dans le plan vertical que par les voliches qui reçoivent le matériau de couverture. C'est-à-dire les planches clouées sur les chevrons, qui vont être ici et qui vont recevoir la couverture. C'est les seules pièces qui maintiennent ces charpentes médiévales, 12e en tous les cas, dans le plan vertical. Et là, on est sur un premier exemple de contreventement longitudinal, donc un élément clé dans l'évolution de la charpente, une compréhension non seulement de la fonctionnement de la ferme, mais aussi de son maintien dans les trois dimensions. C'est quelque chose qui va être clé sur une période qui va s'étaler jusqu'au XVe siècle. La compréhension va se faire progressivement, les solutions aussi. Et c'est un élément qui est clé, puisque si sur l'autre ferme, ici, il est réinséré, pourquoi là, il sera à tonneau mortaise? Il y a les problèmes de datation qu'il va falloir obtenir de tous ces entrées-là. Je vous ai mis les premiers résultats issus des dates sur la nef des campagnes des années 90, et on en a sorti quelques-uns. Alors, les dates en rouge, c'est tous les éléments qui ont été datés des années 1210-1215, mais vous avez deux entrées des années 1290. Alors, on a quelques fragments. La moisse pendante, c'est-à-dire la suspente qui tient la passerelle, qui est un des caractères de la charpente de Notre-Dame, qui lui aussi des années 1290, et puis dans cette partie-là, un entrée des années 1230. Une chronologie pour l'instant qui est difficile à analyser. Alors, on bénéficie quand même des relevés de Rémi Fromont et Cédric Tranceau, qui ont relevé ce qu'on appelle les marques de charpentier. Voilà, j'en ai sélectionné deux photos de celles qu'ils ont prises. Ils les ont positionnées sur le plan de la charpente. Ces marques de charpentier, c'est un outil de travail du charpentier. Une charpente est fabriquée au sol, complètement taillée au sol. Tous les assemblages sont faits. On fait une mise à blanc au sol et on va la démonter pour monter chaque bois. On ne monte pas un triangle, les systèmes de grue modernes le permettent, mais avant, même jusqu'au début du XXe siècle, on montait morceau par morceau. Et pour se retrouver dans ce mécano important, le charpentier va numéroter les pièces du mécano. Ça va passer un peu vite. Et c'est ce qu'on a, c'est ces petits bâtons-là. Donc, ici, on a des bâtons. Là, on a des marques à la gouge. La différence d'outils marque la latéralisation des bois entre le versant nord et le versant sud. Le versant nord est marqué à la gouge, le versant sud avec des ciseaux, au ciseau. Il y a d'autres systèmes, chaque charpentier peut avoir sa façon de faire.
Et ce qu'on constate, c'est qu'on commence à 1, on a 5 ici, je ne vais pas toutes les compter, hein, mais on a le 10 ici, donc on les compte très bien, et on finit ici à 31. Et c'est une progression continue et régulière. Donc, si le charpentier a marqué tout cet ensemble-là de 1 à 31, c'est qu'il l'a fabriqué au même moment. Il n'a aucun intérêt à reprendre une numérotation déjà entamée, puisque c'est son mécano. À partir de cette limite-là, on a un marquage plus incohérent, puisque là, on a des séries de 1 à 5, et on a des petites séries. Et le seul point compliqué, qu'on n'explique pas encore, c'est que les poteaux de ce contreventement, ici et ici, sont marqués de 1 à 11 sur toute la longueur, comme si eux avaient été conçus dans un seul ensemble. Cette façon de progresser dans la charpente indique que, logiquement, il a dû commencer par là, ils ont fini par là. Et ça va à l'inverse de la chronologie habituellement admise pour la nef, qui est censée être vers 1200 ici, et on finit beaucoup plus tard, près des tours. Voilà, ça pose des questions, ça interroge sur la chronologie du chantier. Voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls à soulever le dossier. C'est peut-être aussi qu'on est sur une charpente avec des tranches différentes qui ont été remaniées pour faire un ensemble cohérent dans un grand réaménagement tardif. Voilà, ça reste encore à l'état de questionnement, d'hypothèse pour cette charpente de la nef. Alors, globalement, les premières séries d'Andro, là je vais reprendre un petit peu les derniers résultats. Donc, on a les réemplois dans le cœur des années 1185. Alors, malheureusement, on n'a pas l'aubier, donc on n'a pas l'année. Et donc, si on avait l'année précise, on aurait des idées pour la date exacte de construction des voûtes. On a une entrée du début 13e, on ne s'est pas trop bien placé. Non, je vais dans le mauvais sens, pardon. Sur cet existant du chœur, on a la réalisation d'arbres abattus vers 1214-1215. Alors, il y a deux ensembles, parce que ça, c'est deux ensembles d'arbres qui ont poussé dans des milieux complètement différents, dans des conditions complètement différentes. Voilà, des arbres plus jeunes, des arbres plus anciens, ici des croissances beaucoup plus rapides. On a, vers 1230, les deux sont apparus en même temps, une reprise du chœur et des bois de 1290 sur la nef. Est-ce que c'est des modifications? Est-ce que c'est le réaménagement complet? Est-ce que c'est la fin des travaux? Pour l'instant, il nous reste beaucoup à travailler. Les quelques échantillons faits et déjà datés, alors on n'a pas la partie extrême, viennent pour trois ensembles. Ça, on les compare avec les dates, mais aussi avec la façon dont la croissance s'est passée, ce qui va permettre après de beaucoup plus travailler. Ces éléments-là ne vont pas améliorer la chronologie de Notre-Dame, mais vont servir à mieux connaître la forêt médiévale et le climat, puisqu'on va se servir de ces supports-là pour approcher le climat médiéval des XII-XIIIe siècles. Vous avez compris que dans cette construction des années 1230 du chœur, où le contreventement est mis en place, qui n'existe pas en 1185, et celui de la nef, peut-être des 1215 ou de la cour du XIIIe siècle, c'est un élément clé dans la période médiévale. Je ne vais pas faire un panorama complet de ces charpentes-là. Je vais prendre deux ou trois exemples. Un exemple d'une énorme charpente sur la salle des malades de l'hôpital Saint-Jean d'Angers des années 1175-1183, où elle est assez importante, et on a ici les éléments du contreventement, c'est ce qu'on voit ici, un des plus anciens témoignages de cette prise en compte du mouvement longitudinal dans la charpente. Alors il y a d'autres exemples, hein. Là, la collégiale Notre-Dame de Mantes, mais on pourrait citer Saint-Martin-des-Champs où il y a des éléments plus sobres. Sur des petits édifices, on a des choses plus réduites, mais on a aussi Notre-Dame des Temples, toujours dans les années 1215. Et puis, pour citer un exemple un petit peu éloigné, mais sur un bassin d'approvisionnement potentiel qui est le bord de Lyon,
Auxerre, où on a un système assez proche avec une mise en place de poteaux et de liernes longitudinales en 1236 sur le cœur de Saint-Étienne d'Auxerre. Tous ces éléments-là interrogent sur la mise en place, sur la chronologie. Et donc ces premiers résultats, là, c'est vraiment les premiers résultats, soulèvent plus de questions que de réponses. Donc il faudra voir dans quelques temps si on peut remettre. Malheureusement, vu l'état de l'incendie, nous laissera beaucoup de points et de questions auxquelles on aura sans doute du mal à répondre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Yves pour la présentation de ce travail excessivement vaste qui touche vraiment à plein de problématiques et puis de nous avoir permis aussi de vivre cette recherche en train de se faire. Enfin, c'est vraiment ça, avec ces hypothèses, ces questions qui sont toujours en cours. Alors, avec malgré tout déjà un grand nombre de résultats. Et surtout, voilà, qu'il s'agit d'un vrai travail de fourmi. Je pense que tu as été assez pudique sur les conditions de travail dans lesquelles ces travaux doivent se réaliser. Mais tu as un petit peu insisté sur la difficulté d'étude de ces pièces carbonées. Mais bon, on a des conditions dans lesquelles on ne voyait pas très bien peut-être vos masques et tout ça de loin. On a vu les combinaisons, j'imagine. Mais voilà, c'est aussi tout ça, je pense, à prendre en compte pour apprécier le travail et la qualité des résultats qui peuvent être présentés. Je vais peut-être juste réinsister sur l'apport aussi ce que tu as bien montré sur cette étude des pièces carbonées qui va poser un jalon on s'interroge notamment sur Notre-Dame. Ces études sont faites pour Notre-Dame de Paris, mais Notre-Dame de Paris va également servir à augmenter la connaissance, qu'elle soit méthodologique, notamment sur certaines pratiques. Là, tu faisais référence à ces pièces carbonées. Il y a aussi toute la question de l'approvisionnement du chantier, où il y a déjà quelques nouveaux indices sur la flottaison par les traces archéologiques, qui, je pense, étaient inconnus précédemment, et donc qui renouvellent déjà le spectre de l'approvisionnement de Notre-Dame. Mais ces études chimiques qui sont en train de débuter pour essayer de sourcer de manière plus fine l'approvisionnement des bois du chantier. C'est des choses qui pourront ensuite se répéter sur d'autres édifices. Et là, Notre-Dame, c'est la question du climat aussi, bien sûr, que tu as évoqué. Et bien pour tout ça, Notre-Dame, les connaissances qui sont acquises là par le groupe de travail bois vont pouvoir servir bien au-delà de l'édifice lui-même. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Tu parlais de la question de la sylviculture aussi, avec cet empilement des cônes de moelle de l'arbre, où on va pouvoir reconstituer, et sur des choses qui, là, sans l'incendie, c'est des choses qui sont potentiellement beaucoup plus difficiles à faire, puisque là, on peut prélever le bras sur ton intégralité, et donc l'incendie aura eu quelque chose de bénéfique sur ces potentialités de pouvoir développer de nouvelles études. Donc merci encore d'avoir, avec toutes les hypothèses qui sont soulevées, c'est un appel à revenir aussi, je pense, d'ici 1 an ou 2 pour revenir présenter de plus amples résultats. Mais merci beaucoup pour ce travail collectif que tu as présenté. Et donc,